Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Charlotte, je suis ravie de vous recevoir dans mon podcast. Vous avez écrit un livre, édition Équateur, qui s'appelle Les Flamboyantes. Je vais pas continuer, je vais vous laisser vous présenter et on va en venir au sujet du livre, qui est un sujet qui me concerne. Alors même si je ne suis pas dans la cinquantaine, je suis dans la quarantaine et j'ai retrouvé beaucoup de préoccupations, ou en tout cas votre livre m'a plu parce que moi, en tant que femme de 40 ans, ça m'a un peu rassurée. Voilà, donc je vous remercie. Et sans plus tarder, je vous demande, Charlotte, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter, autant d'un point de vue personnel que professionnel, si vous le souhaitez, en ne nous disant que ce que vous voulez nous dire. Voilà. Merci Estelle. D'abord, un immense merci de m'inviter. Je suis absolument ravie d'être chez vous. Je trouve que l'idée de l'impact positif, c'est vraiment une très belle ligne éditoriale, en fait. Et donc, je suis très, très honorée. Donc, Charlotte Montpezat, que vous dire, j'ai 57 ans. Je suis la maman de 2 enfants qui ne sont plus des enfants, qui sont des adultes. J'ai divorcé. Et sinon, voilà, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à Canal+, mais j'ai fait 1000 choses aussi. J'ai aussi créé un magazine à Hong Kong, un magazine économique. J'ai vu ça. J'ai été prof à Singapour. Même au sein de Canal+, j'ai fait 1000 métiers. Et puis, et ça fait quand même une vingtaine d'années que je sais que je veux devenir psychanalyste et que je prépare ça. Et voilà, donc ça y est, depuis 2 ans, je suis psychanalyste et également coach. J'accompagne notamment des entreprises, des individuels, mais aussi des entreprises qui se cherchent un peu. Voilà. Chez Canal+, vous dites que vous avez fait beaucoup de métiers. Mais vous étiez surtout en lien avec l'image. C'est-à-dire que vous aviez quand même une partie de votre carrière était focalisée sur le recrutement de talents, entre guillemets, mais les talents qu'on met à la télé, en l'occurrence. Donc, vous avez quand même un œil assez expérimenté, dirons-nous, sur ce que sont les médias, et y compris concernant les femmes. Enfin, voilà. Puisque forcément, vous avez dans votre carrière eu à recruter des jeunes femmes, à recruter des talents, et donc à appréhender ce que l'image représente dans les médias. Donc les flamboyantes. Les flamboyantes, si je puis me permettre, ça parle de la cinquantaine, ça parle des femmes de 50 ans, et ça a le mérite d'en parler. C'est-à-dire que pour le moment, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, je ne m'estime pas sous-informée, parfois peut-être surinformée, et c'est vrai que cette thématique, selon moi, n'est pas suffisamment abordée, y compris dans la presse, y compris dans les réseaux sociaux, y compris dans le monde du travail, y compris dans plein de secteurs qui nous concernent au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce livre qui est quand même assez évoqué aujourd'hui? Enfin, vous faites beaucoup d'interviews, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le livre? Voilà. Vaste question, livre, en fait. Estelle. Déjà, je suis très touchée que vous me disiez que vous, qui êtes une femme plus jeune, ce livre vous a fait du bien, parce que c'est un petit peu une des idées justement du livre, et d'ailleurs je l'ai dédié à ma fille, parce qu'il me semble que ma génération, donc les femmes qui ont entre 50 et 60, je me rapproche de 60, n'a pas été très très active sur le plan des droits des femmes. Nos mères ont brûlé leur soutien-gorge en 68. La génération plus jeune, celle de ma fille, elle s'est levée, elle s'est cassée et elle s'est imposée leurs droits, leurs envies, leurs besoins, etc. Nous, on a été plutôt talon de 12 et rouge à lèvres quand on se promenait dans les entreprises. Bien sûr. Et alors,
on s'est emparé du monde du travail, du champ du travail. C'est vrai qu'on a été sans doute la première génération à vraiment travailler de façon massive. On a été très nombreuses, mais on a accepté beaucoup de choses. Ce qui fait que moi, pendant ma carrière, je me suis pas rendu compte vraiment, j'ai pas été très sensible aux questions féministes finalement. Ça m'est tombé dessus finalement le jour de mes 45 ans. Quand j'étais à Canal et j'ai reçu une lettre qui m'informait que désormais j'étais senior à partir de 45 ans. Et là, je suis tombée de ma chaise. Et je l'ai assez mal pris. En fait, moi, j'avais l'impression, comme j'ai eu donc une carrière hachée, j'ai vécu à l'étranger, etc. J'avais l'impression de commencer à bosser en fait à 45 ans. Bah oui. Je commençais à prendre mon essor, je commençais à et à moins subir en fait. C'est peut-être l'âge auquel on subit moins. On se connaît mieux, on sait ce qu'on peut faire, on commence à se dire j'ai envie de ça, je vais le mettre en place, etc. Bim, senior. Et ce qui est assez amusant, c'est que la DRH qui m'avait envoyé cette lettre, que je suis allée interroger, m'a dit mais ce qui est drôle, c'est que cette lettre a été envoyée aux hommes comme aux femmes. Et que ça les a pas choqués. Et eux, ça ne les a pas choqués. Au contraire, ça les a stimulés. Ils se sont dit, ok, je suis senior. Maintenant, je vais être manager, je vais avoir des responsabilités, je vais diriger un truc, etc. Et les femmes, elles, sont arrivées effondrées dans son bureau en lui disant, non, mais c'est pas grave, je vais me remettre à la gym. Ouais, quelle horreur. Ça, j'ai lu ça, c'est atroce. C'est atroce. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence finalement entre la perception de l'âge chez les hommes et chez les femmes. Voilà. Et finalement, en effet, vous avez raison, c'est un sujet dont on parle très peu. Bah oui. Et puis, je pense que on en parle. Si on en parle que sur des aspects négatifs. Exactement. C'est ça le vrai sujet, c'est que on a nous-mêmes une perception de la femme de 50 ans. Quand je dis nous-mêmes, c'est nous femmes. On se dit oula, le temps passe, etc. Et en plus, on nous renvoie que des problèmes. C'est-à-dire, enfin, c'est ça que j'ai apprécié dans le livre, c'est que vous ne passez pas votre temps uniquement à dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. C'est qu'à la fin, quand même, enfin, une bonne partie du livre, même la moitié, est quand même axée solution. C'est-à-dire que pour dire, alors non seulement il y a un sujet de perception, mais il y a également un sujet de qu'est-ce qu'on fait pour changer ça. Donc c'est ça que j'apprécie dans votre livre, parce que c'est vrai que je suis plutôt axée solution. C'est une œuvre collective, Charlotte, au sens où on en parlait aussi avant d'enregistrer, mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une œuvre collective. Vous n'êtes pas resté uniquement avec un ressenti, avec un point de vue individuel sur le sujet, et du coup vous avez fait appel à des témoignages, à des gens comme vous et moi. Enfin voilà, c'était à la fois il y a des célébrités, parce que vous faites référence à des célébrités que vous connaissez, mais c'est quand même aussi des expériences terrain, enfin des témoignages, des conversations que vous avez pu avoir avec des gens que vous avez rencontrés, parce que vous vous êtes dit certainement après je ressens ça, mais peut-être que je suis pas la seule, il faudrait que je sois pas la seule pour en parler. Donc ça, je trouve ça très agréable. Mais du coup, quel a été le déclic pour vous? C'est-à-dire que j'ai bien compris que c'était ce courrier, etc., qui a déclenché quelque chose dans votre esprit, mais entre ce moment-là et le moment où on prend la plume pour y aller, voilà. Enfin, il y a quand même une différence. Enfin, il y a une distance. Voilà. Oui, absolument. Il y a eu pas mal d'années entre ces deux moments-là. Pas mal d'années qui m'ont permis de comprendre qu'en effet, il y avait un problème. C'est-à-dire que, alors, moi, je l'ai saisi à la fois du côté du travail, parce que je me suis rendu compte que j'avançais plus. On me proposait des choses. On m'a fait faire des. Franchement, j'ai pas été punie, mais on m'a fait faire des choses formidables à Canal. Mais il y avait plus de promotion. Il n'était plus question de promotion. Il n'était plus question de progresser dans l'entreprise. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment violent. Enfin, c'était un vrai plafond de verre. Et puis évidemment, il y a le côté perso. Alors bon. J'ai divorcé, voilà. Mon mari est aujourd'hui avec une femme plus jeune, bien sûr. Enfin, j'ai envie de dire bien sûr. Non, c'est pas toujours le cas, mais quand même, ça arrive très très souvent. Dans ces années-là, Yann Moix a décrété que les femmes de 50 ans n'étaient plus aimables au sens large du terme. Et tout ça s'est accumulé. Et un jour, oui, j'ai pris la plume. J'ai demandé à une amie au départ. Je lui ai dit, mais viens, on fait ça ensemble. Florence Giacometti, que je salue ici. Et puis finalement, j'ai continué toute seule parce que c'était un travail un petit peu ardu peut-être, mais
toujours en essayant de me dire mon ressenti ne vaut pas grand-chose. Il faut que je le confronte à d'autres expériences et que on parle si peu de ce sujet. Est-ce qu'il est vraiment réel ? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il existe vraiment ? Et ce dont je me suis rendu compte, c'était que c'est l'éléphant dans la pièce. Hein, c'est ça. Dostoïevski le décrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement énorme qu'on ne le voit plus. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très documenté, c'est très chiffré. C'est ça que j'apprécie aussi, c'est que c'est du concret. C'est pas uniquement, comment dirais-je, de l'émotion, etc. C'est vraiment appuyé sur des chiffres et vous passez comme ça au crible plusieurs domaines, on va dire. Ça va de la presse aux médias, en passant par le cinéma, en passant par l'entreprise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Parce que moi-même, et je ne vous cache pas, quand j'ai créé le podcast, c'est vrai que je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette presse ? Je n'en peux plus. Et je vous cache pas non plus que le L qui est démonstratif, je voulais en faire quelque chose de réel au sens de s'approprier cette féminité, de la rendre réelle et non pas objet, tout en la mixant avec du masculin, parce que réel c'est le masculin est intégré dans le féminin pluriel. Tout ça était très philosophique, mais au final, c'est vrai que c'est parti, moi, mon impulsion est partie sur la même chose que vous. C'est-à-dire ce côté, on ouvre un journal aujourd'hui, alors certes, on va avoir un témoignage formidable d'une femme de plus de 50 ans, etc. Et puis, tout le reste du magazine va être de nous dire t'es pas assez jolie, t'es pas assez jeune, t'es pas assez fringuée, t'es pas assez ceci. Et c'est vrai que j'ai noté une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est cette presse nous donne la peur de ne pas être à la hauteur et nous donne envie de l'être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que quand on ferme certains magazines que je ne citerai pas, on se dit bon, ça va pas, mais ça va aller parce que je vais acheter une crème, parce que je vais acheter un sac, parce que je vais faire comme ça, parce que je vais faire plus de sport, parce que je vais m'acheter de la lingerie pour séduire mon homme. Et j'en pouvais plus. Et c'est vrai que j'ai ressenti tout ce que vous avez dit, donc je pense qu'en fait, ce qui est fou, c'est que ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas et ça ne va pas. Je ne le vois pas évoluer prochainement. Non. Parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est un modèle en fait. En effet, Estelle, c'est ce qu'on appelle en fait, ça crée une béance narcissique. C'est-à-dire en lisant ces magazines, on se sent incomplète. C'est ça. On se sent insuffisante. Exactement. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils créent ça ? Parce que leur financement vient de la marque, bien sûr. Et donc cette béance narcissique, par quoi on va la combler ? Par des besoins, par des achats, des produits qui vont, qui sont censés nous compléter, nous sublimer, etc. Donc tant que le modèle économique est celui-là, il y a peu de raisons que ça change. C'est ça. Voilà. Y compris dans les médias, y compris à la télé, y compris au cinéma. C'est d'ailleurs hallucinant de voir que la femme de 50 ans en fait est absente. Ou si elle n'est pas absente, elle est stéréotypée. Donc on en vient aux différents stéréotypes que vous retracez dans le livre, mais je veux pas tout révéler non plus, donc je laisse les lecteurs l'apprécier, mais c'est vrai que pareil, c'est du négatif. C'est-à-dire que dès qu'on est une femme de 50 ans ou entre 50 et 60 ans au cinéma, on rentre dans des stéréotypes ou des catégories qui sont déprimantes en fait. Et on se retrouve soit milf cougar, soit dépressive, soit belle-mère casse-pied ou retors. Et c'est vrai que c'est usant et bizarrement on se demande mais la représentation des femmes est aussi celle qu'on a laissé être, c'est-à-dire que finalement en ne se posant pas nous la question en tant que femme de ce qu'on veut devenir à cet âge-là, finalement pareil on a laissé un vide abyssal aux hommes d'une certaine manière, enfin en tout cas aux hommes et aux femmes aussi. Je pense que les femmes ont aussi tellement une part de peur responsabilité qu'elles ont, qu'elles sont assez violentes avec ça. Bien sûr. Les féministes y compris. À un moment, j'ai quand même lu dans une partie du livre, et vous avez raison. C'est-à-dire que on n'en parle pas. Les féministes ne se sont jamais emparées du sujet. C'est ça. Enfin, il y en a très très peu. Très peu. Il y a Suzanne Sontag dans les années 70. Alors Mona Chollet évoque un peu dans Les Sorcières, mais très très peu. Très peu. Ne se sont jamais vraiment emparées du sujet. Parce que, et ça je pense que là,
c'est pour ça que j'ai aussi consacré une grande part à ça dans mon livre. Je suis allée aux racines du problème, en fait. Je suis allée voir, mais pourquoi, d'où ça vient finalement. Et c'est archaïque, en fait. Bien sûr. C'est que de tout temps, en fait, les femmes sont valorisées pour leur capacité à enfanter, à faire des enfants. Ouais. Et ce qui conduit à ce que la sexualité soit vraiment orientée là-dessus. Orientée là-dessus, exactement. Il s'avère qu'à 50 ans, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. En tout cas, on ne peut plus faire d'enfants. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est clair. Et du coup, on ne sait plus quoi faire de ces femmes, puisque les femmes, c'est fait pour faire des enfants. Ah bon, alors là, elles n'en font plus, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a quelques sociétés qui ne sont pas des sociétés patriarcales, qui sont des sociétés plutôt matriarcales, qui au contraire, dans lesquelles, au contraire, ce passage donc de la cinquantaine, de la ménopause, donc, devient une opportunité. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes, bon, ça y est, vous êtes enfin débarrassées de ce truc, vous allez pouvoir vous occuper de politique, gérer les business, etc., machin. Donc ça, c'est bien, mais c'est très, très, très minoritaire sur la planète. Bien sûr, bien sûr. Mais ça existe, et ça peut être un exemple, bien sûr. En effet. Vous citez Simone de Beauvoir, bien entendu. Alors, j'ai découvert plein de choses sur Simone de Beauvoir dans votre livre, y compris son rapport à la vieillesse, au fait de vieillir, qui est quand même... pour moi, Simone de Beauvoir, c'était celle qui avait le plus de force. Mais même elle a été atteinte par ce sujet-là et on a presque fait une dépression. Enfin, elle est tombée très bas. Donc, donc, pareil, je ne révélerai pas tout ce que vous nous révélez sur Simone de Beauvoir, mais en tout cas, c'était très intéressant. La ménopause. C'est un sujet quand même. Et là, moi, je reçois plein de messages en fait de ma communauté d'auditrices qui me dit quand est-ce que tu parles de ce sujet ? Parce que c'est un vrai. Ah bah oui, mais c'est parce que même le terme, et vous en parlez d'ailleurs de l'étymologie du terme, enfin l'invention de ce terme ménopause, qui est d'un glauque et d'une tristesse, et presque c'est une maladie. Et c'est ça, on le dépeint comme étant une maladie aujourd'hui, avec des traitements, avec. Alors que bizarrement, j'ai vu les chiffres, il n'y a pas tant de gens qui souffrent des effets de la ménopause finalement. J'ai vu les chiffres. Pas tant que ça, il n'y a pas tant de femmes que ça. Je crois que c'est une vingtaine de 30%. Donc c'est pas 100% quoi. Mais non, c'est pas important, du tout 100%. Alors que je pense qu'on est 100% à être paniqué avant d'être ménopausée justement. Moi je me souviens très bien quand j'avais à peu près votre âge et donc. Moi j'y pense déjà. Alors je suis très cash, j'y pense déjà. Exactement. Et donc je suis allée voir ma gynéco, on est entre femmes. Et je lui fais part de mon angoisse. Je lui dis, oh là là, mon Dieu, mais bientôt je vais être ménopausée, ça va être dramatique. Et ce médecin, qui est une femme, qui était un peu plus âgée que moi, beaucoup d'allure, très, très belle, etc., a relevé ses lunettes, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, ah bon ? Et vous pensez vraiment que ça va être un problème ? Et j'ai compris que elle, en effet, devait l'être déjà depuis quelques années. Bien sûr. Et elle était tellement rayonnante et tellement forte, puissante et belle. Ça m'a beaucoup rassurée. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est encore un sujet de perception. C'est encore un sujet de nous par rapport à nous-mêmes. Et c'est en ça que j'aime votre livre. Parce que vous parlez des femmes de 50 ans, mais en fait, vous parlez des femmes. Donc, c'est ça qui est quand même... et je crois vraiment que toute femme peut le lire en se retrouvant dedans. Alors peut-être pas celles les trop jeunes, et encore je pense pas, je pense qu'au contraire, parce que plus on anticipe ces sujets-là, plus on se les prend toutes à bras le corps, et plus les choses changeront. Vous parlez d'une notion très importante, c'est le nouvel âge. C'est-à-dire que vous évoquez le fait que il faut qu'on prenne justement pour modifier cette vision de la cinquantaine. Je suis passée un peu vite, mais c'est vrai que vous avez quand même beaucoup parlé de la non-représentation des femmes de 50 ans, de la ménagère de moins de 50 ans. Ménagère de moins de 50 ans. C'est terrible parce que ce mot, ce terme de ménagère, moi déjà, en plus, quand j'étais petite, je pensais qu'une ménagère, c'était un meuble. Donc, déjà, la ménagère, moi, je comprenais pas de quoi on parlait, mais donc, c'est celle qui tient un ménage de moins de 50 ans. Ne serait-ce que ce terme-là est d'une... Et donc, ça implique quoi ? Ça veut dire que celle qui a plus de 50 ans, on n'en parle pas. Donc, en fait, de 50 à 70, jusqu'à devenir senior, enfin, ultra senior, on va dire. Et même au-delà de 70, parfois, souvent, de plus en plus. Il y a un gap, en fait, il y a un vide. Et c'est ce vide qui est un peu dommage. Mais ce vide, je pense que c'est parce que cet âge n'existait pas avant. Et c'est pour ça que je l'appelle le nouvel âge. En fait, vous parliez de Simone de Beauvoir tout à l'heure.
Donc, entre Simone de Beauvoir et nous, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Mon hypothèse, c'est que ces 20 ans, ils ne se sont pas mis à la fin de notre vie, mais ils se sont glissés justement entre... Alors avant, je disais entre nos 45 et nos 65. Maintenant que j'avance en âge, je dis plutôt entre nos 50 et nos 70. Et je pense que dans quelques années, je dirais entre nos 55 et nos 75. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouvel espace-temps finalement, un nouvel espace de vie, surtout pour les femmes, parce que les progrès de la société, parce que les progrès de la médecine, etc., les femmes vieillissent beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je veux dire, quand on pense à la femme de 30 ans de Balzac, hein, voilà. Les femmes aujourd'hui à 50 ou 60 ans ne sont plus vieilles. C'est ça. Mais on est la première génération de l'histoire de l'humanité à avoir ça. Donc c'est normal qu'on sache pas très bien quoi en faire finalement. Exact. Donc bien sûr. Il faut juste le réaliser, exact. le conscientiser, de façon à pouvoir le prendre à bras le corps et en profiter. Bien sûr. D'où le terme flamboyante. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Oui, je pense que parce que je pense que c'est. Enfin, je pense que c'est un âge merveilleux. C'est-à-dire que la question des enfants, qu'on en ait ou pas, c'est à peu près réglé. On sait ce qu'on vaut à peu près professionnellement. On sait où on en est. On se connaît bien. On se connaît physiquement. On sait, oui, on a des défauts, mais on a aussi des qualités, etc. Bref, c'est un âge en principe où on commence à faire un petit peu la paix avec soi-même. Ouais. Et on est encore en pleine forme. On a plein d'idées. Bien sûr. Aujourd'hui, on a vraiment les moyens d'être très informés, d'être en prise avec la société, en prise avec le monde. Donc, on peut agir. Bien sûr. Je reviens un peu sur l'entreprise, en fait, ce qui se passe au sein de l'entreprise, parce que c'est aussi ça qui est intéressant de souligner. À 50 ans et plus, pour une entreprise, on est trop cher et dépassé. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un fait. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas pour les hommes. Enfin, c'est pas du tout le cas pour les hommes. Ça l'est peut-être moins. Oui, c'est ça. Ça l'est peut-être moins. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous ? Moi, demain, je suis DRH. Je suis une femme ou je suis chef d'entreprise. Et je me dis, effectivement, ça nous vient à tous à l'esprit, ce sujet-là. C'est-à-dire que demain, je suis dans une situation de recrutement entre une jeune femme de 25 ans qui va pas me coûter cher, qui va être un petit peu malléable au sens qui aura moins d'expérience, malléable au sens positif. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais c'est plus au sens où on se dit elle va accepter de se former, elle aura moins de carcans, etc. Face à une femme de plus de 50 ans, et moi tout de suite je me dis elle va me coûter une fortune, et je peux comprendre. C'est ça le truc, c'est que c'est naturel en soi de penser ça. Absolument. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez là-dessus. Enfin, qu'est-ce qu'on peut changer techniquement dans l'entreprise pour faire en sorte que ces gens-là, qui, la réforme des retraites en atteste, vont être de plus en plus sur le marché du travail, ils vont avoir besoin de travailler longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut les employer différemment. En fait, c'est vrai que si vous cherchez un community manager sur TikTok, bien sûr. Bon, voilà, c'est peut-être pas l'idéal. En revanche, les femmes de plus de 50 ans ont de l'expérience, sont connues. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, j'ai pas envie d'essentialiser, mais bon, quand même, voilà, sont connues pour un côté consensuel. Un côté aidant, diplomatique, exactement. Il y a eu une étude assez intéressante à Stanford qui montrait que un homme de 50 ans était perçu comme éventuellement une menace pour des gens plus jeunes. Enfin, les gens plus jeunes les considéraient comme des menaces en termes de pouvoir, de prise de pouvoir, etc. Et une femme de 50 ans était plus considérée comme quelqu'un dont on pouvait ne pas avoir peur, mais à qui on pouvait demander des conseils, à qui on pouvait se confier, qui pouvait nous aider. Voilà. Donc, dans les rôles de mentor, dans les rôles de coach, bien sûr, dans tous ces rôles qui demandent de la diplomatie, qui demandent de l'écoute, qui demandent une forme de sagesse. Bien sûr, mais bien sûr, il faut le dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on a à la fois la force et la sagesse, et peut-être un petit peu moins d'ego et d'envie de pouvoir. Mais c'est fou ce que vous dites, parce que hier soir j'ai dîné avec un ami et il m'expliquait, c'est un patron qui a plusieurs salariés, enfin c'est un patron d'entreprise, et il me dit mais j'en peux plus de cette génération de jeunes. Je citerai pas le nom de ce garçon, mais il me dit je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors et pourtant honnêtement je suis contre enfin je suis pas contre ce genre de propos, mais je peux comprendre.
Et je me dis, bah là, il y a une carte à jouer pour justement cette génération. C'est-à-dire que de parvenir, parce que son ressenti est normal, le ressenti des jeunes est certainement normal, parce qu'il y a un sujet de génération, puisque cette génération elle peut paraître insupportable, mais ne l'est pas, parce qu'en fait, elle a des revendications totalement légitimes et totalement adaptées à son époque. Donc, je comprends les deux, finalement, les deux. Et je me dis, bah, ok, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est simplement qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens trop jeunes, trop nombreux, et peut-être à la tête de la boîte, des gens qui sont peut-être trop vieux et trop peu. Donc en fait, c'est ça le sujet de fond, c'est de se dire, bah, toi, patron qui t'énerve contre la jeune génération, fais appel à des gens qui sont un peu transverses, qui vont permettre au moins d'accroître la communication, de la rendre meilleure, plus fluide, et pour éviter de cristalliser en fait ces sujets de génération. Il y a peut-être des tubes, des gens qui passent du temps, et ça, c'est des postes auxquels on pense pas. Absolument. Parce qu'on a toujours considéré que c'était du surplus, que c'était pas nécessaire, et on laisse ça au conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on laisse les femmes rentrer en conseil d'administration. Alors ça, pour le coup, les femmes de plus de 60 ans en conseil d'administration, on en a. Ça, il y en a, mais parce que c'est obligatoire aussi. Exactement. Voilà. Et que, tout bizarrement, toujours pareil, on va aller chercher des femmes expérimentées parce qu'on n'accepte pas de faire entrer au conseil d'administration des femmes de moins de 30 ans. Là, pour le coup. C'est assez rare. Il y en a, mais c'est assez rare. C'est rare. Parce que ça rassure d'avoir des femmes d'un certain âge au conseil d'administration, ce qui, selon moi, n'est pas forcément une bonne chose. Mais du coup, voilà, les femmes de plus de 50 ans n'ont pas que leur place. Ce que je veux réussir à dire, c'est ça, c'est que il y a peut-être des nouveaux jobs à créer, des nouveaux formats. En plus, il faut profiter du fait que aujourd'hui le salariat commence à et je crois que c'est pour le coup Simone de Beauvoir qui disait ça, qui disait une femme ne devient libre qu'à partir du moment où elle a un travail autonome. Oui, c'est l'autonomie. Et en fait, quand on voit les recours au freelancing aujourd'hui, on peut se dire bah tiens. Demain, une femme de plus de 50 ans qui a un peu d'expérience, qui en a, peut tout à fait valoriser son talent en se disant bah moi, je vais pas me présenter pour un job qu'on me propose, mais je vais venir apporter quelque chose, ma pierre à l'édifice, avec ce que je suis en tant que personne, mon parcours, mes avantages communicatifs, etc. Et je vais moi-même essayer d'aider ce patron et ces jeunes à s'entendre et à fonctionner ensemble. Ah oui, c'est une très belle idée. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit que dans les rôles de managers de transition, par exemple, les femmes de plus de 50 ans, alors là, pour le coup, elles sont vraiment demandées, chouchoutées. Exactement. Tout à fait, absolument. Non, donc il y a des solutions. Donc il y a des solutions. Il faut aussi que les femmes fassent leur auto-examen. Quelque part, prendre conscience de ce que, en effet, on leur reproche de façon générale, et bien voir si, en effet, elles donnent pas le flanc, en fait, à ce genre de reproches. J'ai été assez marquée par une conversation que vous avez eue avec Bibiane Godefroy, qui est la patronne de Newen. C'est la filiale fiction de TF1. C'est une femme de 68 ans dont j'ai bien entendu parler par le passé. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a parlé ? Bibiane ? Parce qu'elle s'est quand même exprimée elle-même sur son rôle dans les médias, parce qu'elle est quand même assez isolée. Il faut dire que il y a très peu de patrons. Elle est très isolée. Puis dans maintenant, les médias, elle est partie de Newen maintenant. Elle a été remplacée par Romain Bessy, mais pas remplacée. Romain Bessy lui a succédé. Bibiane, c'est quelqu'un d'à la fois très cash et en même temps tellement. Vous savez, il y a des gens dont on se demande ce qu'on a mis dans leur biberon. Voilà. Il y a des gens qui sont dans une espèce de puissance, ils sont en place, quoi. Voilà. Donc, Bibiane, elle fait partie de ces gens-là qui sont en place. Et donc, peut-être que le sujet ne serait pas apparu comme ça spontanément, mais oui, bien sûr, elle l'a constaté également. Elle l'a constaté. Et ce qui était intéressant, si je me souviens bien de son entretien, c'était il y a déjà quelques temps, elle avait été confrontée également à des femmes qu'elle voulait promouvoir. C'est ça. Au sein de Newen, et qui avaient refusé. C'est-à-dire des femmes, en effet, expérimentées, de 45-50 ans, qui ne voulaient pas, finalement, qui n'assumaient pas le pouvoir qu'on leur proposait. C'est le même problème dans les cabinets d'avocats. Exactement, tout à fait. C'est un truc ultra féminin quand même. Ça, toutes les DRH vous le diront, en effet. Les femmes n'osent pas assumer le pouvoir qu'elles ont, finalement. C'est ça. Et elles n'osent pas l'exercer.
Et c'est un truc d'éducation, hein, sans doute. Je crois que c'est un truc d'éducation. Je pense quand même, ouais. parce que moi j'ai eu un père qui m'a toujours dit le pouvoir ça se demande pas, ça se prend. Exactement, tout à fait. Et c'est très rare. Et c'est rare d'avoir ça en tête. Ouais, c'est très très rare. Et moi c'est vrai que j'ai été élevée comme ça, biberonnée comme ça. Et peut-être que c'est un sujet d'éducation, peut-être que c'est un sujet de statut, enfin de profession, je sais pas. Et pourtant, je crois que quel que soit le domaine dans lequel on est, quel que soit notre niveau hiérarchique, etc., je pense que c'est une baseline assez intéressante. De se dire que tous les jours, on a une capacité à prendre le pouvoir sur quelque chose. Absolument. Et surtout, ne pas avoir peur du pouvoir qu'on sent à l'intérieur de soi. Ouais. Enfin, voilà. Et qu'on peut exercer. Ouais. Et on peut l'exercer... y compris pour négocier un salaire. Y compris pour négocier un salaire, exactement. Pour demander un poste, pour demander d'évoluer, etc. Bien sûr. Pour prendre la parole, oui. Et c'est vrai que vous donnez beaucoup de conseils. Oui, c'est ça que j'aime bien aussi dans votre livre, c'est plutôt vers la fin, c'est en ça que je trouve ça, que je trouve votre livre didactique et en même temps à destination d'une plus grande audience que les femmes de 50 ans uniquement. Parce que dedans, il y a des conseils, mais en fait des vrais conseils de carrière. Oui. Moi, je me suis reconnue parce que vous dites, par exemple, rappelons tous ces conseils, ces idées que nous avons données. Quand il y a une fiche de poste, il ne faut pas se limiter à la fiche de poste. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que les gens savent pas trop. Oui, c'est vrai. Que vous avez vu parce que vous avez l'expérience que vous avez. Mais c'est un vrai sujet RH, ça, pour le coup, et qui est pas uniquement, d'abord, pour les femmes, mais qui est aussi pour toutes les femmes de tous les âges. Parce que souvent, quand on nous dit ça, et je le vois, moi, souvent, je l'ai vu dans le recrutement, on a tendance à dire, et c'est un problème féminin, ça, parce que les femmes postulent parce qu'elles ont 80% des compétences. Les hommes, eux, ils vont se dire, ouais, bon, ça va, j'ai 40% des compétences, mais j'y vais quand même. Absolument. Elles osent pas, alors qu'elles ont pas, elles ont 80%. Tout à fait, c'est un chiffre absolument incroyable. Mais c'est fou. Et c'est vrai que là-dedans, dans ce conseil, j'y vois quoi? J'y vois le fait de se dire, voilà, il y a une fiche de poste, je la lis, mais moi, je vais dire que je peux faire plus que ça. Mais oui, c'est ça. Voilà. C'est une façon aussi de concevoir l'entreprise et son rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire que, oui, on peut choisir d'obéir et se contenter de répondre à ce qu'on nous demande, bien sûr. Moi, je trouve toujours plus intéressant de se dire, OK, quelle est la globalité? Bien sûr. Quel est le but du truc, du bousin de l'entreprise? Et qu'est-ce que je peux apporter, moi? Bien sûr. Bien sûr, il y a ça à faire. Mais qu'est-ce que j'ai en moi auxquels ils n'ont pas forcément pensé? Qu'est-ce qui fait ma singularité et qui va être positif pour l'entreprise? Voilà. Et après, je pense aussi, si on se met du point de vue du salarié, je pense aussi que c'est toujours très intéressant de se dire, OK, je travaille dans une boîte, je fais le job, j'apporte tout ce que je peux à cette boîte, mais se rendre compte aussi que l'entreprise vous apporte énormément de choses. Bien sûr. Et créer son écosystème, finalement, sa relation avec l'entreprise, presque égalitaire, c'est-à-dire sortir du côté soumission en fait, à une organisation hiérarchique, absolument. C'est pas toujours possible, hein, bien entendu, mais quand même. C'est une approche. C'est une approche. Une vision. Et là, on en vient et c'est pour ça que je dis que votre livre est important, parce qu'il est plus... En fait, moi, je vous cache pas que je suis passionnée par les ressources humaines et j'ai vu beaucoup de... Voilà. J'ai vraiment le sentiment que vous avez surpassé un peu le sujet. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a des vrais conseils RH. Enfin, il y a des vrais conseils sur la vie en entreprise, sur le recrutement, sur la manière dont on a sur notre posture, sur notre manière d'appréhender le travail. Et je puis me permettre un exemple assez concret, parce que c'est le mien. À l'époque, on me propose un job. En fait, on vient me chercher. Enfin, j'étais en poste, on vient me chercher. On dit, voilà, je te propose ce job. Et je dis, OK, on en parle. Et à la fin, j'ai dit, je prends pas le job, parce que je veux rencontrer le patron avant. Je veux comprendre pourquoi. Très, très bien, ça. Et en fait, je pense que c'est une démarche importante, encore plus aujourd'hui, où les entreprises sont un peu perdues, où, enfin, une bonne partie, pas toutes, mais où les barrières entre différents jobs commencent à tomber. Et donc, c'est le moment d'oser, c'est le moment d'être audacieux et de se dire, OK, il y a cette fiche de poste, mais qu'est-ce que ça cache? Comment je vais pouvoir appréhender le truc? Et au final, je me suis retrouvée à monter ma boîte, faire une mission de conseil, et qui n'avait rien à voir avec la fiche de poste initiale, parce que le sujet de fond, c'était qu'il n'avait pas besoin de ça,
Mais il avait qu'ils avaient besoin d'autre chose, absolument. Voilà. Ça arrive en effet. Mais vous le dites dans votre livre. Oui, je l'ai lu, moi. Ça. Et c'est aussi, ça me fait penser à un conseil que je donne très souvent aux gens que j'accompagne, en coaching, etc. Mais c'est quand vous avez, parce que c'est la mode en ce moment, 6, 7, 8 entretiens d'embauche avant de savoir si on va vous prendre ou pas, plutôt que de vous désespérer, prenez ça comme une opportunité pour vous de vous dire, est-ce que la boîte me convient ? Est-ce que les gens que je rencontre sont intéressants ? Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose ? Est-ce que je vais pouvoir vraiment, moi, travailler avec eux ? C'est-à-dire que ne pas penser que c'est dans un seul sens. Voilà. C'est ça. Et vraiment se remettre en tant que sujet dans le travail. Et pas en tant qu'objet qu'on va utiliser. Et c'est ça, le fond aussi sur la femme de 50 ans. Enfin, il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien. Absolument. C'est ça que je note dans votre livre, c'est les problèmes des femmes de plus de 50 ans sont des problèmes de société. Oui, c'est un problème de société, absolument. C'est un problème sociétal, clairement. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est un problème qui est immense, en fait, qu'on va pas arriver à le résoudre toute seule avec nos petits bras dans notre petit coin. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait il faut que les pouvoirs publics nous aident. Il faut que les lois sur la parité soient respectées. Il faut qu'on puisse avoir plus de formation pour les femmes de plus de 45 ans. Il faut que les entreprises soient obligées. On n'aime pas ça, on n'aime pas les obligations, on n'aime pas les quotas, on n'aime pas tout ça. Mais si on ne fait pas tout ça, ça n'avancera pas. Donc, les pouvoirs publics, les entreprises, et puis nous aussi individuellement. Bien sûr. Il faut il faut qu'on réalise en fait cet espace-temps qu'on a devant nous et qu'on l'utilise au mieux. Enfin, il faut pas gâcher ses années de vie, ça serait trop dommage. Et donc, il faut, mais là aussi, se remettre en tant que sujet au milieu de. Bien sûr. Bien sûr. On passe Enfin, moi, j'ai passé un bon moment en lisant votre livre. Il faut quand même le dire. Non, mais c'est vrai parce que c'est drôle. Enfin, il y a une partie, pas drôle, mais oui. En vrai, je suis quelqu'un de drôle. Oui, non, mais on le ressent, c'est-à-dire qu'on passe un bon moment. C'est pas, il faut pas croire qu'on lit un truc plombant. Au contraire, même la couverture le montre. Enfin, c'est plein de couleurs, c'est plein de vivacité, c'est plein de gaieté. Je l'ai lu très vite et j'ai vraiment apprécié. Enfin, c'est encore une fois mon instinct. Quand j'ai vu passer ça sur LinkedIn, je me dis hop, on y va. Non, mais c'est vrai que le sujet peut avoir l'air un peu plombant. Un peu difficile, mais non, parce que la vie, parce que la vie elle est gaie, parce que la vie elle est pleine de couleurs, et donc il y a pas de raison de pas les mettre dans ce sujet-là. En tout cas, moi je vous remercie parce que vraiment c'est ça. J'ai ressenti une forme de rassérénement en lisant votre livre où je me suis dit voilà, on souffle un peu. Tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je suis moi-même une femme de 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, ça a été un cap. Et la prochaine étape, c'est les 50. Enfin, forcément. Et ça fait peur. Et ça fait super peur. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont plus jeunes que moi et que je vois vraiment paniquer à cette idée. Mais limite déprimée. Mais on peut déprimer. Totalement. Mais bien sûr, on peut tout à fait déprimer. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes. En analyse, j'ai beaucoup de femmes qui sont en effet très déprimées à ce moment-là. Et ça peut avoir l'air simpliste de le dire, mais c'est vraiment. En fait, c'est un cap. Bien sûr que c'est un cap. C'est évident. C'est un cap dans la vie d'une femme. Mais tout dépend de la façon dont on l'aborde. Bien sûr. Tout dépend du regard qu'on pose dessus. Bien sûr. Et si on en voit les aspects positifs, si on en voit les possibles, tout d'un coup, ça se déroule beaucoup mieux. Bien sûr. Et ça se déroule beaucoup mieux dans la vie, concrètement, etc., mais aussi physiquement. On parlait de la ménopause tout à l'heure. Mais si, évidemment, vous vous braquez en vous disant « ça va être dramatique, ça va être compliqué, je vais prendre 20 kilos, machin, etc. » On se conditionne. On se conditionne, c'est performatif. Encore une fois. Mais bien sûr, absolument. Société de performance. Exactement. Alors que si vous dites, OK, bon, il y a un truc, il y a un cap, on va le négocier, il va peut-être falloir faire un tout petit peu plus attention et mettre moins de sucre dans mon café. Et ça se passe très très bien, honnêtement. Enfin, je sais pas, voilà. Je pense que ça se passe plutôt pas mal. Vous l'incarnez. J'en témoigne. On n'a pas de caméra, mais vous l'incarnez. C'est gentil. Non, et puis après, c'est vrai que, indépendamment de ça, moi, je me sens mieux dans ma peau, finalement, à 40 ans qu'à 20. Mais largement. C'est-à-dire que ça, c'est indéniable. Et alors, franchement, Estelle, je me sens beaucoup mieux dans ma peau à 57 qu'à 40, qu'à 30 et qu'à 20. C'est ça. Et en fait, il faut voir les choses de cette manière-là. Après, les garçons, les hommes doivent
doivent aussi changer leur vision. Ça commence. Oui, parce ça que commence. finalement, il y a pas mal d'hommes qui, notamment des jeunes, la femme de 50 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un de désirable pour beaucoup d'hommes, oui, parce absolument. que pour plein de raisons. Mais et ça, c'est chouette. Et ça, c'est très très chouette. Ça a beaucoup absolument. changé. Ça change. Alors bon, on est à Paris, dans des endroits un peu privilégiés, etc. aussi. Ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. On n'est pas au fin fond du Vaucluse. Pour c'est autant, pas la même chose non plus. Pour autant, c'est vrai que je pense quand même que les femmes sont plus dures vis-à-vis de l'âge, de leur propre âge, que les hommes. Elles acceptent moins, finalement. Elles acceptent moins, elles en ont plus peur, etc. Vous en parlez aussi dans le livre. Les hommes, bon, d'accord, ok, par réflexe, finalement, ils vont mettre des filles jeunes dans les magazines, ils vont mettre des filles jeunes, ils vont caster des filles jeunes au cinéma, ou ils vont recruter des filles jeunes. Mais les femmes, je pense que c'est par peur de leur propre futur, de leur propre vieillissement, qu'elles vont se braquer finalement contre les femmes plus âgées. Mais on n'a pas parlé de la chirurgie aussi, mais c'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a tellement d'outils. Alors bizarrement, les statistiques le montrent, les femmes sont de plus en plus jeunes quand elles commencent le premier acte de chirurgie ou de, comment on appelle ça, c'est pas de la chirurgie, mais c'est dermato-esthétique. Oui, exactement. Voilà. Donc elles sont de plus en plus jeunes. Et puis il y a un sujet aussi, c'est qu'une femme de 50 ans aujourd'hui n'a rien à voir physiquement, il faut le reconnaître, avec une femme de 50 ans il y a 20 ans. Rien à voir. Parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui, sans pour autant recourir à la chirurgie, mais il y a des soins, il y a plein de choses qui existent. Et ne serait-ce qu'en effet, sans avoir recours à la chirurgie ou tout ça, mais ne serait-ce que la façon de s'alimenter, le fait de faire du sport, le fait d'avoir conscience de son corps, que c'est un magnifique allié, mais dont il faut s'occuper, tout simplement. Voilà, oui, bien sûr. Évidemment, on n'a plus rien à voir. Ouais. Mais en tout cas, il y a encore du chemin à faire sur les médias, le cinéma, l'entreprise, le couple aussi, parce que c'est vrai que je pense qu'un homme qui va chercher une femme plus jeune a souvent... c'est un peu un miroir aux alouettes au sens où... et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, c'est très drôle. Il a l'impression que c'est contagieux, la jeunesse, et qu'en étant avec quelqu'un de plus jeune, on va choper sa jeunesse. Oui, c'est souvent ça, bien sûr. Et malheureusement, il s'avère que c'est rarement le cas. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire ? En fait, on en a beaucoup parlé, mais peut-être que je vous ai pas posé une question, peut-être que vous avez quelque chose à nous dire de plus sur le livre, peut-être un message à passer ou... Le message principal du livre, c'est quand même que ce sont des années formidables, qu'il faut vraiment le savoir, il faut se le mettre en tête, il faut vraiment en profiter et pas passer à côté. Et le message, c'est aussi que, bien sûr, c'est un problème sociétal, mais que chacune d'entre nous doit examiner finalement sa position par rapport à ça, par rapport à l'âge, et faire sa petite auto-analyse, exactement, tout à fait, parce qu'on est les premières à être pleines de préjugés. Ah oui, c'est fou. Ouais, c'est fou. Charlotte, en fin d'épisode, je pose toujours les mêmes questions à mes invités, à savoir, est-ce que vous avez un coup de cœur récent ? Est-ce que ça peut être... alors, je vous laisse le temps de la réflexion. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un film, ça peut être une série. Prenez le temps de la réflexion. C'est éventuellement, si vous aviez un coup de gueule aussi, c'est coup de cœur, coup de gueule. Vous pouvez ne pas en avoir. Vous me dites non, j'ai pas de coup de cœur et j'ai pas de coup de gueule. Et éventuellement, un conseil de maman. Parce que j'aime bien poser ces questions. Depuis que je suis maman, je me permets ça. Autant quand j'ai un homme face à moi, je demande un conseil de papa, mais je trouve ça un peu... Enfin, j'ai ressenti un besoin quand même de mon audience. Voilà, le sujet de la maternité, de la parentalité commence à vraiment être un sujet de fond. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est 3 questions en une. Oui. Alors, le coup de cœur, c'est facile. Là, je viens de refermer un livre. Alors, c'est un peu corporate parce que c'est mon éditeur qui me l'a passé parce qu'il venait de le sortir. Mais franchement, j'ai adoré. C'est le livre de Marianne Chaillan qui s'appelle « À la folie passionnément ». D'accord. Et c'est sur l'amour. Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Et j'ai trouvé, donc Marianne Chaillan est une philosophe, une prof de philo, et j'ai trouvé son livre formidable, ultra profond, documenté, en même temps léger, facile à lire. C'est édité C'est édité chez les Équateurs. Chez les Équateurs. Ouais, aux éditions des Équateurs. Le Donc ça, franchement, ça a été vraiment mon coup de cœur de cette semaine. D'accord. Ça, c'est clair. Le coup de gueule, c'est plus difficile. Vous pouvez ne pas en avoir, hein, Ouais. parce que il y a plein de gens qui n'en ont pas. Peut-être contre le manque de respect, en fait. Je trouve qu'on oublie un petit peu cette notion. C'est peut-être une notion un peu vieillotte, mais après tout, je suis une vieille dame, donc j'assume. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que le coup de gueule, ça serait, mais respectons-nous un petit peu plus, les uns les autres. Un peu plus de respect, un peu plus d'écoute, un peu plus de respect. Et la troisième question, un conseil de maman. Oh mon Dieu. Et Dieu sait que vous en avez donné dans votre livre, parce que encore une fois, on le rappelle, mais vous le dédicacez à votre fille. Donc, oui. Un conseil de maman. J'ai envie de reprendre les mots de Dolto. Le bébé est une personne. Ouais. C'est-à-dire que, le bébé est une personne, ça veut dire que c'est quelqu'un de différent de nous. Moi, quand mes enfants sont nés, j'ai eu une espèce de sentiment de fusion totale, incroyable, hallucinante. Et heureusement que j'ai eu un garçon en premier, qui, par sa différence anatomique, qui se dressait sur la table à langer, m'a montré qu'on était différents. Parce que ça m'a fait prendre conscience, en effet, que, on est en fusion totale, mais non, quand même. Ouais. Tu es une personne autonome, singulière, et il faudra pas que je l'oublie. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, pour essayer d'éviter toutes les projections et tout sur son Bien enfant. sûr. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte. J'étais Merci, ravie Estelle, d'échanger avec vous et je vous souhaite une excellente continuation. Et, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.